Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame Béatrice Bacouche, merci infiniment de m'avoir invité à prononcer cette conférence qui s'est déroulée le 1er mars 2021. Et comme il y avait eu quelques problèmes de son, je suis là à vous en faire une version nouvelle, comme si vous y étiez en fait, et de cette conférence qui a suscité beaucoup d'intérêt, j'en étais ravie, et donc je remercie infiniment tous ceux qui m'ont fait parvenir ou m'ont écrit des commentaires et des suggestions, qui m'ont posé des questions. Certains de ces commentaires ont fait l'objet de petits ajouts dans la présentation qui va être refaite en fait de cette conférence aujourd'hui. Alors, d'abord peut-être pour donner quelques informations et quelques remerciements. Veuillez m'excuser. Voilà, cette communication est le résultat de recherches en cours qui sont présentées et ont été rendues possibles par la subvention Environments of Change du Conseil canadien de la recherche en sciences humaines, dirigé par le professeur Steven Bednarski de l'Université de Waterloo. J'aimerais aussi remercier Catherine Dubé, Lucie Galano pour leur aide précieuse dans la réalisation de cette recherche. La présente communication qui en expose des résultats préliminaires qui sont déjà en fait présents dans 2 articles que vous pouvez consulter pour en savoir davantage. Alors, allons-y donc sans plus attendre avec un plan qui ressemble à cela. On va d'abord parler des eaux claires et ensuite on va parler des eaux usées. Rappelle que le titre est « La gestion des eaux dans le Montpellier médiéval ». Alors, Montpellier se dresse sur un ensemble de collines qui constituent un lien entre la crête basse des Cévennes et le littoral, bordé d'une série d'étangs. Ces 3 collines de sable constituent un site propice à le développement d'un habitat humain, leur altitude bien que peu élevée, 50 mètres pour le puits Arquinel, 49 mètres pour Notre-Dame-des-Tables et 37 mètres pour Montpellier. Vous voyez ici une image du XVIIe siècle qui montre un peu là ces élévations, était suffisante pour protéger l'établissement des ravages des inondations fréquentes dues au régime torrentiel du Merdanson, aujourd'hui Verdanson, principal affluent du petit fleuve côtier le Lèze, et qui met Montpellier en communication directe avec la mer Méditerranée. L'eau était abondante, un lac souterrain et de nombreux petits ruisseaux, aujourd'hui canalisés ou couverts, coulaient le long des pentes pour rejoindre le cours du Merdanson. On parlera d'abord un peu des eaux claires et ensuite donc, comme je l'ai dit, des eaux usées. Alors, cette abondance d'eau à Montpellier était propice à l'établissement de bon nombre d'industries. La spécialité de la ville était la teinture des tissus importés du Nord avec un pigment écarlate obtenu à partir de la cochenille, un parasite du chêne kermès qui poussait dans la garrigue voisine. 2 des premiers quartiers attestés étaient la Flocaria, travailleurs de la laine, et la Blancaria, les tanneurs de cuir. Ces 2 métiers étaient des métiers très importants pour l'économie de la ville. Les drapiers étaient les membres les plus importants de l'élite urbaine et composaient une bonne partie du conseil élu, appelé consulat. Il y avait plusieurs moulins le long des cours d'eau pour la mouture des grains, pour le foulage des tissus, et toutes ces activités exigeaient beaucoup d'eau, limitaient donc ainsi les possibilités de consommation domestique. L'une des tâches les plus exigeantes de la ville était de négocier les tensions entre les besoins industriels et artisanaux d'une part et ceux de la population d'autre part. Dès le XIIIe siècle, Montpellier a commencé à chercher de l'eau potable autour de ses murs et à partir de ce moment, ce fut une quête éternelle. En 1272, un projet ingénieux avait été mis au point pour apporter les eaux de la Lirande vers la ville, en provenance de la source du Lèze à Saint-Clément. Le roi Jacques Ier d'Aragon et de Majorque avait autorisé le consulat à prélever un impôt pour le financer. Le projet était peut-être trop ambitieux, car des décennies plus tard, rien n'avait été fait. En 1317,
Le roi de France, Philippe V, en tant que nouveau seigneur de la ville, avait permis au sénéchal de Beaucaire et au recteur de la partie antique d'acheter des terres pour dévier le cours de la Lironde et amener ses eaux au centre-ville. Dans le même temps, Sanche Ier d'Aragon, seigneur de l'autre partie de la ville, autorisait le consulat à percevoir pendant 3 ans un denier sur chaque âne ou grand animal ou charrette qui passait par la ville pour financer le même projet. Là encore, le défi n'avait pas pu être relevé. En 1399, on avait fait venir l'artisan Pierre Gérard pour réévaluer la possibilité. Un expert de Nîmes, Estève Salvador, avait été aussi sollicité en 1410 et il avait confirmé que c'était faisable, avec des systèmes de tuyaux, d'amener l'eau à l'église Notre-Dame d'État. Enfin, en 1454, rien n'a pu être réalisé puisque le roi Charles VII autorise encore la perception d'une autre redevance décennale pour l'acheminement du cours de la Lironde par des conduites souterraines. Cette ordonnance répondait à une précédente pétition du consulat qui rappelait, comme plusieurs d'ailleurs, que Montpellier n'était pas bien approvisionné en eau potable. Finalement, l'entreprise n'avait jamais abouti et ce n'est qu'au XVIIIe siècle, exactement en 1751, que les eaux de la Lironde il fut possible d'amener les eaux de la Lironde par aqueduc à Montpellier. En attendant, les habitants de Montpellier tiraient une grande partie de leur eau potable de puits ouverts que l'on trouvait à l'arrière de la plupart des maisons. L'eau était également accessible par des puits communs ou publics. La toponymie de la ville atteste l'abondance de ces puits. Il y avait et il y a encore une rue du Puy de Valfer, une rue du Puy du Palais, une rue du Puy des Esquilles, une rue du Puy des Fers. Certains de ces puits étaient connus et préservés pour leur débit abondant. Par exemple, les puits du Tour de la Babotte assuraient un débit d'eau continu au bain public. Et il était si abondant qu'on pensait que le bruit de l'eau qui s'écoulait provenait d'une chute souterraine. Il est parfois difficile de déterminer si un puits est public ou privé. En 1257, par exemple, l'apothicaire Nicolas Vézian avait légué son jardin de Valmagne avec un puits. Il était stipulé que tout le monde pouvait y puiser de l'eau, mais que les héritiers devaient fermer l'accès du crépuscule à l'aube. Autre exemple, en 1231, le prieur de l'église de Saint-Firmin vend à Bernard Roux un terrain avec un puits. Il devait garder le puits propre et l'agrémenter d'une corde et d'un seau afin que tous ceux qui le désirent puissent puiser de l'eau à tout moment. Il devait payer un loyer pour l'aumône de l'église, mais en 1269, les conseillers municipaux avaient également réclamé un loyer pour le puits, déclarant qu'il en était ainsi depuis 30 ans. Donc, visiblement que le puits était public. Les parties ont finalement convenu de partager les droits sur le puits. Dans l'ensemble, la ville a veillé à ce que les personnes qui n'avaient pas de puits privé dans lequel puiser leur eau avaient accès à des points d'eau, des puits publics. La ville était divisée à cette époque en 6, puis plus tard en 7 districts fiscaux, Sainte-Anne, Sainte-Croix, Saint-Mathieu, Sainte-Foy, Saint-Paul, Saint-Thomas et Saint-Firmin. Chaque propriété était évaluée et décrite dans les registres fiscaux avec tous les détails physiques, notamment la présence ou la proximité d'un puits. À partir de ces informations, nous avons trouvé 70 noms de puits dans la ville. Alors, bien que certains d'entre eux soient difficiles à localiser, les puits les plus importants, une vingtaine, ont d'abord pu être fixés, épinglés sur une carte statique. Nous y reviendrons. Voici la carte des puits, les principaux puits. Mais notre recherche s'intéresse aux éléments spatiaux et à toutes les infrastructures hydrauliques. Cela inclut les étuves et les bains rituels. Rappelons à cet égard que la chronique urbaine nous informe en 1368 que les Juifs et les Juives qui habitent Montpellier ne puiseront ni ne boiront de l'eau d'aucun puits et d'aucune maison de cette cité. Ils auront usage d'un seul puits public. Voilà, je vous mets cette citation, je reviendrai sur les autres diapositives. Ils auront l'usage donc d'un seul puits que nous leur assignons, afin que les chrétiens ne boivent ni leur souillure, ni leur scandale.
Alors, vous avez ici, j'y reviens là, la carte géoréférencée générée par Google Maps qui a pu, à date, nous avons pu identifier avec coordonnées géolocales une trentaine de puits dans la ville et comme vous voyez un peu autour. Et comme je viens de le dire, nous avons aussi porté attention à toutes les autres infrastructures hydrauliques. Et comme on le sait, le MIGV de Montpellier a bénéficié de plusieurs campagnes de fouilles en 1984, en 2000 et en 2009. Lors de ma présentation du 1er mars, je n'avais pas parlé des bains rituels juifs ni des étuves, nos études étant assez parcellaires à cet égard, mais bien sûr, je remercie Madame Danielle Yankou de m'avoir sensibilisé à dire le peu qu'il y en a, notamment parce qu'il a fait l'objet de beaucoup d'attention et d'articles. Les derniers sondages, entre autres, ont permis de mettre en évidence une construction circulaire, peut-être un bassin d'une largeur de 3,4 mètres, situé au niveau de l'ancien rez-de-chaussée médiéval. Cet aménagement pourrait correspondre à un autre dispositif rituel de purification, un pédiluve par exemple. Alors, on voit que il y avait deux mikvés à l'époque médiévale, un premier qui est aussi le troisième, c'est-à-dire un premier site qui fut après réactivé, et un deuxième appelé piscine Pécador. Alors nous sommes encore à essayer de connecter, si vous voulez, les réseaux d'eau qui permettent d'alimenter ces structures hydrauliques. Alors, en revanche, si l'on sait quand même pas mal de choses du MIGV, on sait peu de choses sur les étuves. Le Montpellier médiéval comprenait 2 étuves, l'une située près de la tour de la Babotte, et je crois que là, je pourrais peut-être vous montrer l'autre, alors vous le voyez ici. Donc, un premier situé près de la tour de la Babotte et l'autre près de l'actuel petit square de l'intendance du Languedoc, toujours fleuri, peut-être en raison de son sol irrigué, bien irrigué. Les bains qui servent aujourd'hui de restaurant, situés au 6 rue de Richelieu, sont magnifiques bien sûr, mais ils ne datent pas du Moyen Âge, ils datent du XVIIIe siècle. Alors, il reste beaucoup à faire pour documenter ces infrastructures hydrauliques, que ce soit les MIGV ou les bains publics, en termes techniques d'une part, du point de vue des canalisations, mais aussi de l'approvisionnement en eau. Une doctorante associée à notre projet de recherche s'y penchera dès l'automne. Et bien sûr, parmi ces puits, certains étaient réputés avoir une eau claire d'une grande limpidité, notamment le MIGV, mais d'autres aussi étaient l'objet d'embourbements et on va y venir tout à l'heure. Parce que, étonnamment, comme la ville se dresse sur 3 monticules, la nappe phréatique n'est pas très profonde. Un récit raconte la construction de l'église Sainte-Anne en 1869 et l'eau y avait été trouvée à peine 4 mètres du sol. Alors, cela vient de la nature aussi du sol qui retient l'eau qui tombe en surface, mais la faible profondeur donc de la nappe phréatique s'est avéré un problème majeur pour certains puits. Ils s'embourbaient rapidement sous l'effet des inondations et leur eau devenait boueuse et insalubre. La piètre qualité des eaux de pluie était due non seulement à la pénétration des eaux polluées de surface, bien sûr, mais aussi par la contamination de la nappe par les fausses d'aisance et les puisards qui devaient donner à l'eau de ces puits une très forte teneur en bactéries de toutes sortes. Le consulat était donc toujours désireux de trouver des sources d'eau claire sur lesquelles construire des fontaines afin d'assurer un approvisionnement en eau douce plus régulier et plus stable. Mais cela impliquait une technologie beaucoup plus complexe qui nécessitait des conduits souterrains. Donc, les fontaines. Alors, vous avez ici une image du MIGV, bien sûr, et une tranche aussi issue du dernier sondage et qui permet donc de constater la profondeur et les strates, les différentes strates qui permettent
d'y accéder. Donc les fontaines. Montpellier, contrairement à de nombreuses villes méridionales, n'a pas de passé antique. Hormis la Via Domitia qui traversait le site à l'époque romaine, il n'y a pas d'autres vestiges romains. Par conséquent, si la technologie de l'eau a été utilisée pour exploiter l'eau douce, il doit s'agir d'un tout nouveau système souterrain. Malheureusement, on ne trouve que très peu d'éléments pour documenter ces premières tentatives de construction de fontaines. 2 des 4 fontaines publiques de Montpellier datent du début du XIIIe siècle et elles apparaissent régulièrement dans les contes, du début ou de la fin du XIIIe siècle, elles apparaissent régulièrement dans les contes de la ville pour les opérations d'entretien qu'elles ont nécessitées. En cela, Montpellier est en phase avec le reste de l'Europe. On constate que ces systèmes d'eau sont majoritairement issus du dernier tiers du XIIIe siècle en Europe. La plus ancienne est probablement la fontaine de la route de Latte, appelée fontaine de Privérargues ou fontaine de Latte. Déjà existante en 1273, elle a servi de limite de la ville lors d'une campagne de levée pour régler un différend entre le roi d'Aragon et l'évêque de Maglone. Latte était un port romain, Latara, mais la fontaine ne semble pas dater de cette époque. En tout cas, elle se trouvait sur la route menant au port et à ce titre, sa gestion avait été confiée par le consulat à un sous-comité de fonctionnaires de la ville nommé les consuls de mer. Leur principale prérogative était de taxer les marchandises à leur arrivée à Latte, puis d'engager ces recettes pour le développement et l'entretien des infrastructures portuaires et la sécurité bien sûr de la route de Latte vers Montpellier. Un document datant de 1364 montre les consuls de mer engager Estève Solgras, maître maçon, pour les travaux de la fontaine. Selon l'acte, il devait construire, canaliser, épauler et couvrir l'aqueduc, l'enduire de ciment à l'huile et préparer l'abreuvoir qui y était fixé. Le prix stipule pour les travaux et le ciment, car la ville fournissait la pierre, était de 35 florins d'or. En 1370, un spécialiste de l'Odève, R. Boyer, est appelé pour remettre la fontaine en état. Le fontainier fit un pont aqueduc sur le ruisseau des Aigrelles, près des abreuvoirs, avec une nouvelle arche sur laquelle l'eau devait passer. Le long de ce pont, l'aqueduc était posé sur des tuyaux fermés et étanches qui allaient jusqu'à la tour de la fontaine, qu'il décora avec une nouvelle bouche en forme de griffon. Il fut de nouveau engagé pour construire une voûte sous la tour et revêtir 3 chambres souterraines. Boyer n'avait pas utilisé comme Solgras des tuyaux recouverts de bitume. Non, il avait plutôt fabriqué des conduites en pierre et avait fabriqué des gaines en poterie. Un registre de comptes de l'institution du consulat de mer illustre de manière très détaillée les activités de l'année 1381. Ils avaient récolté 125 francs grâce à la taxe portuaire, et ils avaient entrepris d'importantes réparations à la fontaine, dont le compte est conservé comme suit. 34 bennes de pierre avaient été apportées par le charretier Antoine de Villeneuve pour paver la route menant aux fontaines. Il lui fallut 8 jours de travail pour 1. Apporter les pierres de l'enceinte voisine des frères mineurs, porter 12 tuyaux en terre, apporter l'huile pour le bitume afin de sceller les tuyaux et les piliers de la fontaine, aiguiser 2 pioches pour les couvercles des fonds baptismaux et rassembler les pierres qui avaient été dispersées sur la route. Les consuls de mer veillaient aussi à ce que personne ne jette de pierres de détritus ou de bois, empêchant le passage et l'approvisionnement en eau de la fontaine. Ils faisaient des déclarations au moyen d'un crieur public et infligeaient une amende de 10 sous pour avoir enfreint ces règles. Cette fontaine coulait encore au XIXe siècle et on pouvait encore y apercevoir le pont et l'aqueduc bâtis par Boyer en 1370. On pouvait aussi, à cette époque, pénétrer dans plusieurs chambres pratiquées à différentes distances du cours souterrain de la source, aux environs de la Villa Millon par exemple. Elles étaient voûtées les unes en plein cintre, les autres en croisée d'ogives. Leur importance prouve que cette fontaine était une des principales sources d'eau qui alimentaient la ville, mais il est encore difficile d'évaluer si elle servait de citerne. La fontaine de Saint-Bertholomieu ou Saint-Barthélemy est également très ancienne. Elle était située près du cimetière de Saint-Bertholomieu et coulait tout près du sol.
À la source, l'eau était exceptionnellement bonne et abondante. Léon Coste, qui en a mesuré le débit en 1886, a constaté qu'elle était de 11 litres par minute en période de sécheresse. Il est difficile de dire quand avait été construit le système de canaux d'une longueur de 640 mètres qui amenait son eau au centre de la ville. Comme il courait au niveau du sol, sa position superficielle faisait que l'aqueduc était facilement bouché par l'eau, chauffé par le soleil, contaminé par des insectes, des débris de toutes sortes, et l'eau devenait rapidement putride, insalubre. C'est donc la fontaine qui a nécessité le plus grand nombre de réparations. Les références abondent dans les récits de la ville, dont certains sont très détaillés. Le consulat paya des réparations, par exemple, en novembre 1404 et déjà en janvier 1405. L'entretien des canalisations était de nouveau nécessaire et assuré par Andreas Viridari pour 5 moutons. Il semble que les conduits devaient être dragués chaque année. À partir de 1444, les comptes de la ville montrent que des ouvriers ordinaires étaient engagés pour nettoyer ces conduits. Ce n'est qu'en 1475 qu'un spécialiste reçoit un salaire annuel pour l'entretien des conduites. Au cours du XVe siècle, ces canalisations ont subi d'importantes réparations. En 1470, de nouveaux canaux avaient été mis en place et en 1498, le système avait été complètement rebâti parce que quelqu'un avait volé une partie du conduit mesurant 65 cadastas et avait ainsi coupé l'alimentation de l'eau à la ville. Le problème était que les deux fontaines, comme on le constate sur la carte, étaient situées du même côté de la ville, laissant le côté nord dépourvu d'approvisionnement en eau douce. Au XVe siècle, 2 autres sites ont été choisis pour l'installation de nouvelles fontaines. L'une a été construite par 2 marchands, Jean Ratte et Jean Besson. En 1465, ils demandèrent au consulat l'autorisation d'utiliser les pierres d'une ancienne fontaine du Pilat Saint-Gilles pour en construire une nouvelle sur une source qu'ils avaient trouvée un peu plus bas, derrière l'hôpital Saint-Esprit. Malheureusement, la source était située sur la rive gauche de la rivière Mer d'Anson et s'avéra être un mauvais choix. La rivière pouvait devenir impétueuse, il fallait la traverser à ses risques et périls sur un petit pont étroit et bas immergé dans les eaux boueuses. Il a donc été nécessaire de la transférer sur la rive opposée, où elle était plus abordable, bien sûr, mais où elle l'amenait beaucoup trop près du ruisseau. En tout cas, une fontaine si proche du Mer d'Anson était un mauvais choix, puisque le fleuve recevait la plupart des eaux usées de la ville, comme on le verra tout à l'heure. La dernière fontaine construite au Moyen Âge est plus connue, car elle est l'idée et l'œuvre de l'argentier du roi Jacques Coeur, l'un des plus célèbres bienfaiteurs de la ville. On connaît le sort réservé à ce puissant marchand lorsqu'il fut jugé par le roi Charles VII, ce qui entraîna son emprisonnement et la dispersion de ses biens. Dans une requête adressée au consul en 1447, Louis d'Andrea demandait le remboursement de ses frais. Il avait, dit-il, investi 185 livres et 12 sous dans la construction d'une fontaine près de l'église des Carmélites, appelée Fontaine Putanelle, c'est ce que vous voyez sur la carte, sans autre garantie que celle de la parole de Jacques Coeur, qui avait dit que le financier avait promis de plaider auprès du roi pour la remise des parties des taxes royales présentes et futures afin de rembourser les créanciers et leurs dépenses. Après la débâcle du financier, d'Andrea se tournait vers la ville dans l'espoir d'obtenir justice, puisque la fontaine appartenait bien à la ville. Mais les consuls répondirent qu'aucun de leurs prédécesseurs n'avait commandé cet ouvrage et que donc ils ne pouvaient pas être tenus responsables de travaux qu'ils n'avaient jamais commandés. À la fin du Moyen Âge, la ville de Montpellier comptait donc au moins 4 fontaines publiques et consacrait beaucoup de temps, d'argent et de ressources à leur entretien et à leur réparation. Les fontaines faisaient partie des infrastructures les plus onéreuses de la ville, avec les routes et les ponts. Les eaux usées maintenant. Au Moyen Âge, l'eau était liée à toutes les activités de la vie, les citadins exigeaient de l'eau propre à boire, mais les nombreuses activités artisanales et commerciales l'exigeaient pour transformer la matière première en marchandises. Montpellier était une ville florissante d'affaires et de commerce. Sa proximité à la mer par la lagune et le port de Latte lui assurait un flux constant de marchandises.
Les activités commerciales s'articulaient autour de spécialités artisanales qui faisaient la renommée de Montpellier. L'établissement urbain avait rapidement abandonné les métiers traditionnels pour se spécialiser dans la finition des produits de luxe. Ces métiers de luxe nécessitaient de grandes quantités d'eau et généraient d'aussi grandes quantités de déchets. Tous ces déchets, secs, humides ou liquides, sortaient de la ville par les eaux de deux rivières, les Grêles Noires à l'ouest et le Merdanson à l'est. Ils atteignaient ensuite le Lèze et son affluent le Mosson, entre lesquels s'étendait le mont qui a donné son nom à la ville de Mons Pessulannis. Vous voyez ici ces deux rivières, le Lèze et la Mosson. Afin de comprendre la topographie de la gestion des déchets, il faut d'abord rappeler quel type de déchets étaient produits par la vie urbaine à Montpellier et comment ils se retrouvaient donc dans l'un ou l'autre de ces cours d'eau. D'abord, les déchets proto-industriels. Les activités industrielles de Montpellier sont attestées dès le début du XIe siècle par l'installation de moulins, c'était la diapositive précédente, pardonnez-moi. Bruno Philippe a recensé tous les moulins à eau situés au bord de ces rivières et est arrivé à une centaine de moulins. Le débit du Lèze et de la Mosson n'a jamais été assez fort pour supporter trop de moulins, mais les archives nous montrent quand même des moulins sur le Lèze dès le IXe siècle et sur la Mosson en 1109. Au XIIe siècle, la ville était divisée en quartiers désignés par leur spécialisation professionnelle, la Flocaria, par exemple, qui date de 1126, où l'on fabriquait le tissu et où il était ensuite teint, la Blancaria, dès 1136, où l'on fabriquait des produits de la tannerie et de maroquinerie, et la Vermeralia, en 1183, où l'on teignait le tissu en cramoisie, mais qui n'a pas encore été localisé, et la Fustaria, que vous voyez sur la carte en 1196, où l'on préparait et travaillait le bois. Nous parlerons d'abord de la Flocaria. Alors, la teinture et la Vermearia. La teinture de la laine et du coton était l'un de ces métiers importants de la ville. La couleur rouge spécialité de celle-ci provenait de la cochenille femelle morte, un insecte parasite du petit chêne kermès qui poussait dans l'arrière-pays. Le commerce de la teinture avait été réglementé dès 1181 par le seigneur Guilhem VIII qui donna le monopole aux teinturiers de Montpellier pour la teinture écarlate. Par la suite, des lois en 1204 et plus tard, le roi Jacques Ier d'Aragon accorda une attention particulière à ce commerce en 1265. Les tissus étaient fabriqués en mordansant avec de l'amidon de farine ou de son, de l'alun et de l'eau acidifiée de la crème de tartre. La teinture des grains produisait donc ainsi des déchets très toxiques. En 1126, un document montre que les teinturiers étaient confinés à la Flocaria près de la petite rivière, les Grêles Noires. Elle faisait partie des activités liées à l'industrie du drap, située dans un quartier proche du portail qui menait au port de Latte. Ces activités polluantes, dépendantes de grandes quantités d'eau, dangereuses en raison des risques d'incendie et attirées par l'accès facile aux rivières, généraient des volumes considérables de déchets. La Blancaria, voici la teinture écarlate, bien sûr. Vous avez ici des images d'une tannerie traditionnelle au Maroc, que la blanquerie devait ressembler essentiellement à cela. Les blanquiers ou tanneurs sont parmi les métiers qui polluent le plus. La ville de Montpellier avait réglementé ce métier dès 1136. Les tanneurs étaient installés près de la rivière Merdanson, dans le quartier appelé la Blancaria. Les peaux devaient être lavées à grande eau, puis adoucies avec du tanin, de l'huile et de l'alun. Heureusement, la zone a fait l'objet d'une fouille archéologique en 1997 et qui a révélé que dès 1136, une partie de l'activité de la Blancaria s'était développée au nord de la première enceinte. Elle s'est ensuite déplacée encore plus au nord en descendant la pente à l'ouest de la route principale à laquelle elle laisse son nom, vers la porte qui ouvre sur cette rue, la porte de la Blanquerie. Les artisans qui y travaillaient traitaient les petites peaux, la fauconnerie et sans doute un peu de maroquinerie fine.
Les déchets commerciaux maintenant. Dès le début, le consulat a cherché à réglementer les activités commerciales. Les statuts de la ville stipulent que tous les commerces, les artisanats et les magasins doivent rester au même endroit. Ils peuvent prendre de l'expansion, mais ils ne peuvent pas changer de place. Cette mesure permettait au corps urbain de conserver le contrôle de la vie économique de la ville. Des règles strictes étaient appliquées au commerce alimentaire pour des raisons de santé publique, de régulation de l'offre et de contrôle des fraudes. Le commerce des poissons et des viandes étaient les plus surveillés. Tous deux impliquaient l'élimination de carcasses d'animaux et des déchets susceptibles de pourrir, entraînant une multitude de maladies allant de la fièvre à la peste. Les marchés alimentaires de Montpellier étaient situés devant l'hôtel de ville. Comme la carte nous le montre, le consulat pouvait donc monter la garde et s'assurer de l'application de la réglementation. Leur réunion dans ce lieu était appelée Forum Seu Mercatum Montis Pesulani, ce qui indique qu'il servait à la fois d'agora politique et de principal centre commercial de la ville. Les poissonniers, organisés en communauté, avaient obtenu de la ville en 1212 le droit d'ériger un marché avec des tables et des étals devant l'hôtel de ville. Le même acte montre que les poissonniers se plaignent que des poissons sont éviscérés partout dans d'autres quartiers de la ville par des hommes, par des femmes, que cette pratique est un affront à leur monopole et qu'elle est aussi un danger public, un danger à la santé publique parce qu'elle rend l'air putride et corrompu et elle rend le corps humain sujet à la maladie et même à la mort. Les poissonniers et les consuls étaient bien conscients des risques sanitaires liés au commerce du poisson et la loi de 1212 prévoyait déjà la fabrication d'un tuyau souterrain pour l'évacuation des eaux usées et malodorantes. 3 portes menaient au marché du poisson, une menant au marché aux herbes, l'autre à l'allée et une autre au marché aux viandes, qu'on traitera tout à l'heure. Il est paradoxal de voir que les poissonniers, pourtant si préoccupés par la santé publique des habitants, n'avaient pas été très vigilants. En effet, la porte menant à l'allée avait dû être fermée par la suite car elle était, et je cite Louise Guiraud qui le rapporte, inutile tant aux habitants qu'à la chose publique en la dite ville, à cause que personne ne peut y passer, pour ce que l'on y jette toutes les immondices de la dite poissonnerie, et les passants en font leur retrait, en sorte que rend une grande punaisie tant à la dite poissonnerie que maison circonvoisine de la dite traverse, et aussi aux habitants que passant auprès d'Issel, chose qui pourra corrompre les corps et engendrer peste et autres maladies contagieuses. On a vu donc que le marché à la viande était adjacent au marché aux poissons. Vous en voyez ici une situation sur la carte. En 1301, on avait doublé sa taille et rebaptisé Macellum Novum ou Nouveau Mazel. Il comprenait donc la vente de viande ovine, porcine et bovine. Contrairement au marché aux poissons qui était une structure fixe, les bouchers tenaient simplement des tables et des étals contre les murs dans la rue. On sait très peu de choses sur la réglementation du commerce de la viande. Plusieurs entrées notariales entre 1397 et 1479 rappellent au consul de s'assurer que les bouchers ne possèdent pas de boujadis privés, ces boujadis étant des gouttières utilisées par les boucheries et les abattoirs. Et donc cela pourrait indiquer que la ville avait aussi pourvu le marché aux viandes d'un tuyau d'évacuation des immondices, des eaux usées, des carcasses spécifiques. Et donc, on interdit aux bouchers d'en utiliser, de s'en faire des privés ou des singuliers. Bien entendu, les déchets de toutes sortes n'étaient pas l'apanage des activités commerciales. Chaque habitant produisait des déchets et qui devaient être éliminés d'une manière ou d'une autre. À Montpellier, le mot garillan, ou souvent gazilan, c'est un mot qui n'est utilisé qu'à Montpellier, désigne un égout ou des canaux ouverts évacuant les eaux usées par des ouvertures dans les remparts. Ils étaient constitués de canalisations carrées en simple maçonnerie, le fond était carrelé et la partie supérieure était voûtée de pierre. Ils mesuraient
au moins 1 mètre 30 de large, était au moins aussi haut, car en 1561, pendant les guerres de religion, on rapporte que des catholiques avaient fui par le Garion. Un mémorandum d'ailleurs de 1496 prescrit de mettre des barres de fer, de nouvelles barres de fer, au gazillan de la Saunerie afin que personne ne puisse entrer dans la ville de nuit pour causer des esclandres. Il est difficile d'appréhender, on verra plus tard, la configuration de ce système de tuyaux. L'évacuation des déchets de la ville pouvait également prendre de nombreuses formes avant de se connecter à un système central. Les caniveaux de rue, les caniveaux de toit étaient certainement très nombreux. En 1397, une lettre répond aux plaintes des consuls, la plainte suivante, selon laquelle il y a à Montpellier plusieurs maisons et autres bâtiments appartenant à plusieurs personnes, dans leur juridiction et ailleurs, qui rejoignent la place des 12 pans autour des murs de la ville. Ces édifices ayant des canaux en tuiles de fabrication artisanale, d'où tombent les eaux de pluie et autres déchets dans le dit lieu, ce qui creuse le mur de sorte qu'une telle chose pourrait causer la ruine. En effet, le chemin des 12 pans longe les fortifications et bien sûr, s'il y avait des eaux qui s'y acheminaient, et elles pouvaient effectivement causer des fissures et des lézardes dans le mur. La place des 12 pans, donc située près des thermes, correspondait également aux limites de la juridiction de l'œuvre de la commune clôture, une institution très importante de la gestion des eaux à Montpellier, au bras des Communa Clausura, une institution qui était responsable de l'entretien de la muraille et des fossés qui entouraient la ville sur une longueur de 12 mètres environ de chaque côté de cette muraille. Ces administrateurs étaient appelés les seigneurs ouvriers de la commune clôture et ils étaient également chargés de tous les travaux publics et de l'entretien sanitaire des zones contiguës aux fortifications, qui se trouvaient être très vulnérables, bien sûr on le voit, aux problèmes d'eau, car elles regroupaient de nombreux égouts. En effet, les fossés étaient équipés d'égouts qui recevaient les déchets de la ville et les acheminaient vers les rivières. Nous avons vu précédemment qu'il y avait un égout au marché du poisson, le voici. Nous avons vu aussi qu'il y en avait sans doute un au marché de la viande. Nous savons également qu'il y avait un égout qui courait le long de la rue de la Coraterie, parce que 2 ouvriers sont payés pour le nettoyer sur une longueur d'environ 11 mètres en 1479. Cet égout devait donc être aussi long, sinon plus long. Un contrat de nettoyage informe que les tuyaux du portail du Pilat Saint-Gély mesuraient environ 11 mètres. Les voici. En 1377, un égout est mentionné comme étant le gazillan du consulat. Il était probablement relié à celui du marché aux poissons et était souterrain. On avait, bien sûr, j'en ai parlé déjà, réparé les tuyaux de l'égout de la porte de la Saunerie et on sait qu'il y avait un système d'égout pour les bains qui se situait près de la porte de la Babotte, donc on voit ici la configuration. Un égout est mentionné par Louise Guiraud aux 4 rue des Trésoriers de la Bourse et nous l'avons photographié. Donc, bien sûr, il n'est pas... mais bien, la fosse existe depuis le Moyen-Âge. Il y avait évidemment des canaux ouverts et des caniveaux de rue qui ramassaient la boue et laquelle était redirigée par voie de déclivité, puisque la ville comptait et compte encore son lot de pentes raides. Il est donc difficile d'imaginer où exactement tous ces égouts souterrains ou à ciel ouvert étaient reliés, mais il semble qu'il y avait une connexion principale aux différents portails et reliés aux égouts des fossés. Nos recherches espèrent pouvoir documenter ce réseau d'égouts davantage, notamment par l'utilisation d'un drone équipé d'une caméra à lumière pulsée pour essayer de retrouver les espaces vides sous la ville pour nous indiquer peut-être comment les canalisations étaient configurées. Mais concernant les déchets, il faut dire qu'une partie de ces déchets produits par la ville était recyclée.
Les principaux acteurs de ce processus de recyclage, étaient les utilisateurs des fossés. Ce recyclage, cette entreprise était supervisée par les ouvriers de la commune clôture. Les seigneurs ouvriers pouvaient recourir à la location des fossés pour le jardinage ou pour le stockage de matériaux de construction. Ils accordaient également l'accès à l'utilisation des fossés en échange de réalisation de certains travaux de construction. Les locataires étaient tenus de veiller au bon fonctionnement des canalisations d'eau usée. En effet, l'eau et les déchets avaient tendance à s'accumuler dans la partie creuse des fossés. Les tranchées étaient sujettes à l'accumulation de boue, de saletés de toutes sortes et nécessitaient des travaux de dragage, de nettoyage et d'entretien fréquents. Les déchets ainsi collectés étaient soumis à plusieurs formes de réutilisation, soit par l'occupant du fossé, soit par une partie intéressée par le recyclage des déchets. Les déchets organiques, qui étaient retirés des fossés, étaient principalement réutilisés comme fumier, mais pouvaient également être recyclés à d'autres fins diverses. Les documents d'archives montrent des détails intéressants sur la façon dont les déchets cheminaient le long de ce processus de recyclage. Par exemple, en 1304, Daudet Arnaud, un maçon, voit son doigt renouvelé pour ramasser la boue du fossé. Bien que l'usage prévu ne soit pas précisé, il est attesté que la paille et le fumier étaient couramment utilisés par les maçons pour protéger les pierres et les joints des infiltrations d'eau, de pluie sur les chantiers. En janvier 1373, l'apothicaire Jean Mouton conclut un accord avec les seigneurs ouvriers pour l'entretien d'une bouche d'égout. La charge de travail est répartie. L'œuvre de la commune clôture s'engage à améliorer la structure de la bouche d'égout en y ajoutant des barres de fer. De son côté, Mouton s'engage à construire un mur entre l'égout et l'église de Saint-Sauveur pour éviter des dommages. En échange de l'achèvement des travaux, les seigneurs ouvriers permettent à Mouton de collecter les déchets solides. Mouton les utilisait certainement comme fumier dans son verger, mais il peut aussi les avoir utilisés dans le cadre de ses activités professionnelles. Le bain de fumier était en effet une technique de cuisson bien prisée chez les apothicaires. Il n'est pas rare d'assister à l'accès aux eaux usées fournies par l'œuvre de la commune clôture en échange de divers travaux. C'est le cas en octobre 1273, lorsque le maçon Pierre Mauclosan se voit accorder l'accès à tous les déchets collectés dans une partie du fossé, à condition qu'il effectue des travaux de scellement et répare l'escalier d'une des tours. Les eaux usées pouvaient également avoir été incluses dans le processus de recyclage des déchets de la ville. Plusieurs ouvriers et propriétaires de jardins obtenaient des permis pour collecter les eaux usées des égouts à des fins d'irrigation. En juillet 1304, 2 hommes sont autorisés à s'approvisionner en eau à partir de la canalisation d'égouts située dans la rue de la Coraterie pour irriguer leur jardin situé près du portail Saint-Gilles. Les déchets solides et liquides étaient donc intégrés dans un processus de recyclage. La plupart de ces flux de matière organique étaient utilisés par l'agriculture, mais une partie d'entre elles pouvaient entamer un second cycle de vie et être réutilisées comme matériaux de construction ou comme composants nécessaires à la préparation de produits. À la fin du XVe siècle, un réseau complexe d'infrastructures d'évacuation des déchets s'était déployé à l'intérieur et autour de la ville. Ce système complexe était très bien conçu, mais il nécessitait un entretien constant. La collaboration, monétaire ou manuelle, était également requise des habitants. 2 officiers municipaux sont nommés par le consulat pour inspecter l'état et la propreté des rues situées à l'intérieur des fortifications. Ces 2 ouvriers carrériers, tels qu'ils sont désignés dans les registres de compte, prescrivraient les travaux à réaliser. Outre les travaux de réparation, la tâche la plus importante est le nettoyage des rues et les travaux de balayage. Un nettoyage et un entretien régulier des rues réduisaient l'accumulation de déchets et favorisaient une bonne évacuation des eaux usées. Dans ce contexte, les résidents étaient invités à coopérer et à faire leur part. Il était obligatoire de veiller à ce que la façade de sa maison ou de son magasin soit correctement nettoyée, balayée. Les travaux de pavage deviennent fréquents à la fin du XVe siècle à Montpellier. Comme l'a souligné l'historien Jean-Pierre Leguet, le pavage des rues était l'une des solutions privilégiées par les villes à la fin du Moyen Âge pour réduire l'accumulation de boue dans les rues. Le pavage permettait en effet un nettoyage plus facile et un meilleur écoulement des eaux usées. Néanmoins, il n'est pas rare que les canalisations et les sorties d'égouts soient bouchées ou cassées, ce qui pouvait entraîner des débordements indésirables et inutiles.
Pour éviter ces incidents fâcheux, le consulat faisait appel à des fossoyeurs ou à d'autres ouvriers du bâtiment pour le nettoyage et la réparation des égouts. Les registres de comptes font apparaître les montants importants dépensés par le consulat pour l'entretien de son réseau. Par exemple, en 1470, une équipe d'ouvriers reçoit 40 livres pour le nettoyage de la canalisation d'égouts située sous les jardins de la Babotte. Plus tard dans l'année, la ville attribue 2 autres contrats pour le nettoyage d'autres canalisations d'égouts pour lesquels elle a payé 18 livres et 10 sous. L'œuvre de la commune clôture autorisait aussi la construction de toute nouvelle canalisation, devait autoriser la construction de toute nouvelle canalisation d'égouts. Par exemple, en 1336, un groupe de citoyens avait demandé au seigneur ouvrier la permission de construire un garrian près de la doga des Pélissiers. Les spécifications des travaux sont incluses dans la pétition. Le garrian devait descendre et couler de la maison de Pierre Salas jusqu'au 2e regard, le long du fossé près du portail Saint-Guilhem. Les seigneurs ouvriers accèdent à leur demande à condition que les travaux de pavage et de lapidaierie soient réalisés afin de protéger les infrastructures et éviter les déversements d'eau. Les seigneurs ouvriers édictent d'ailleurs des codes sanitaires stricts. Le déversement non autorisé de déchets dans les fossés est fortement interdit. Les habitants sont avertis par crier public et les contrevenants sont passibles d'une amende de 5 sous. Il est interdit de construire des latrines, des égouts, des éviers sans autorisation. Il était interdit aussi de salir ou de détériorer les infrastructures de la commune par le déversement de déchets ou d'eau. Le messager de l'œuvre était chargé d'effectuer des inspections 3 fois par semaine et de signaler toute situation suspecte ou non conforme. Lorsque cela s'avérait nécessaire, les seigneurs ouvriers réagissaient rapidement. Par exemple, le 22 août 1284, les ouvriers pressent le maçon Jean Rocolle de combler la latrine qu'il a creusée dans la maison d'un certain Penn sans autorisation. Une amende de 50 sous est prévue si les travaux ne sont pas dûment achevés dans les temps. Quelques jours plus tard, la même situation se présente pour le menuisier André Duchot et le laboureur Guilhem de Jatelato, à qui les ouvriers ordonnent de démolir les éviers qu'ils ont construits dans leur maison sans autorisation. Pour conclure, la construction et l'entretien du réseau d'égouts s'inscrit dans un cadre plus large de stratégie d'assainissement urbain et comprend la réparation et le nettoyage des rues, mais aussi des mesures préventives ainsi que des règles et des règlements coordonnés par l'administration urbaine qui visent à résoudre les problèmes de santé publique et de pollution urbaine. En effet, la ville de Montpellier était soucieuse de préserver ses habitants contre les risques de maladies par des mesures prophylactiques et réglementaires, en organisant la topographie des métiers de manière à favoriser l'évacuation des déchets, notamment des métiers les plus polluants. Est encouragé également le recyclage et la réutilisation des déchets, notamment par l'intervention de l'institution de l'œuvre de la commune clôture, et l'intervention de la ville et des seigneurs ouvriers dans tous les types de processus de nettoyage est tangible dans les archives, mais la santé publique est une préoccupation qui nécessite aussi la coopération de tous les habitants. Un effort collectif et concerté est déployé pour réguler les flux urbains. La gestion de l'eau à Montpellier a nécessité de prendre en compte 3 préoccupations majeures. L'approvisionnement en eau potable des habitants, le traitement des excédents d'eau, inondations, pluies torrentielles, et l'évacuation des eaux usées. Le métabolisme urbain générait des externalités négatives que l'intervention urbaine tentait tant bien que mal de contrebalancer par des mesures et des réglementations. Je vous remercie infiniment de votre attention.